Allez, on pose le problème pour commencer. Voilà, vous l'aurez compris, ça mousse beaucoup de trop. Celle-ci, j'avais dû faire un premier essai dessus. Je pensais la regarder pour vous. Mais c'est quand même censé gâcher. Ah oui, ça mousse encore. Bon, vous l'aurez compris. Là, on est plutôt bon. C'est mon dernier essai, donc ça tombe bien, c'est solutionné. Celle-ci, ça va à peu près. Je crois que j'avais déjà dû la décarbonater, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Celle-ci, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Clairement, ces deux-là, c'est ce qu'on va essayer d'analyser, comprendre ce qui s'est passé. Et après, j'ai trouvé la bonne solution, puisque vous voyez, ça mousse plus autant. Et surtout, c'est carrément servable. Niveau service, juste parfait. Alors que vous avez vu les autres recettes, juste une catastrophe. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir une approche un peu plus structurée que juste de dire c'est la levure qui est pas bonne, c'est ci qui est pas bon. Vous montrer un peu comment j'ai analysé ça. Ça m'a pris plusieurs mois, c'est pour ça que la vidéo a tardé à venir. Ça fait bientôt un an que je suis sur le sujet. Et j'ai mis beaucoup de temps pour trouver la problématique d'une recette que j'ai depuis près de 6 ans. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle soit un Ishikawa, soit un 6M, donc entièrement le 5M. L'idée, c'est de structurer un petit peu, savoir un petit peu, on va analyser un petit peu tous les pans, et pas aller dans la facilité, parce que la facilité, c'est pour être dire, j'ai un problème de levure. Déjà, le premier point important, c'est de définir la problématique, qu'on a tendance à mettre ici. Et là, c'est pareil, il ne faut surtout pas aller sur un raccourci. Dans le texte de la vidéo, vous avez vu qu'on parle du hop creep. Je pourrais tenter de dire mettre hop creep ici. Surtout pas, on va pas aller sur la solution, on va juste raconter de ce qu'on a vu. Donc ce qu'on a vu, c'est une bière qui mousse trop. Point. C'est tout ce qu'on sait pour le moment, puisque la mousse, ce n'est pas forcément qu'une surcarbonatation, ça peut être trop de dépôts, etc. Donc vraiment, pas être réducteur dans votre problématique et ne dire que ce que vous avez vu. Ensuite, si on prend chacune des étapes, la première, la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre, il se trouve c'est facile, c'est que pour tous les batchs que vous avez vus, donc il y en a 4 différents, une seule personne. Donc un brasseur, identique. On peut mettre un peu le détail, moi ça fait 15 ans que je brasse, etc. Tout le détail. L'objectif là, c'est de dire est-ce qu'il y a sujet ou pas. Intuitivement, il n'y en a pas. Côté mesure, alors dans ce cas-là, ça va pas trop être un problème, puisque là c'est un fait que la bière mousse. Par contre, ça pourrait être une problématique si j'avais dit ma densité n'est pas atteinte, sur ces choses-là. Là, moi je commence toujours par celui-là, puisque c'est important de voir si c'est pas votre densimètre qui est aux fraises, ce genre d'éléments-là. Il n'est pas rare que votre problématique n'en est finalement pas une, puisque c'est juste un problème de mesure. Typiquement, mon atténuation n'est pas atteinte, ok, mais contrôle que tu as bien mesuré ton atténuation. Alors si on va côté matière, là il y a des choses à raconter, puisque je peux avoir un problème de levure, je peux avoir un problème de malt, comme je vous le disais, si j'avais trop de dépôts par exemple au fond, qui générait un truc trop épais ou j'en sais rien, il y a peut-être un sujet à creuser là-dessus. Je peux avoir un problème de houblonnage, et je pourrais avoir un problème sur mon eau. Voilà, c'est à peu près les matières que je peux avoir. On peut aller même jusqu'au verre, on va l'exclure assez vite. Alors côté machine, moi je suis sur de la Polsy 500. Donc, si on devait mettre un changement que j'ai eu côté machine, c'est que j'ai mis un filtre équerre. Ça c'est le seul changement dans mon process. Et du coup, ça a tendance à baisser l'oxydation. Je pense que ça a joué à un moment donné. Bon, on va revenir dessus. Côté méthode, truc important de cette bière, c'est qu'elle est en DH, dry hopping. Donc le houblon a été mis cru dans les fermenteurs. Sinon, on est sur une méthode de Pale Ale, puisqu'on est sur une APA. On va retrouver le DH qui fait le A de l'APA, donc American Pale Ale. Pas grand chose à dire d'autre niveau méthode, si ce n'est si on fait écho avec ici, où j'ai baissé mon oxydation, ou quasiment nul aujourd'hui, en tout cas plus du tout au palais, grâce à ce filtre équerre. Donc côté milieu, l'environnement, plutôt moyen, puisque je n'ai pas d'évacuation au sol, et aujourd'hui j'ai plus de place dans la brasserie, et ça devient très compliqué à nettoyer. Donc je verrouille en multipliant les nettoyages externes des fermenteurs et internes, où je tendance à sursécuriser cette partie-là. Donc vous avez vu dans la réflexion,
je vois que ça peut toucher un petit peu partout. Et rien ne m'empêche de rajouter autre chose quand je fais mon analyse en me disant, tiens, finalement, j'ai creusé ce point-là, ça peut être tel nouvel élément. Ce qui est important, c'est qu'on parle d'une bière sur une gamme de 5. Et l'an dernier, quand j'ai eu en même temps que ce problème-là, j'étais à peu près à une vingtaine d'éphémères sur l'année. 25 pour être précis. Donc je suis à plus de 2 éphémères par mois. Une grosse partie avec des dry hopping, d'autres sans dry hopping. Donc en tout cas, il va sûrement y avoir une analyse à faire pour comprendre pourquoi que cette bière-là, j'ai ce problème de moussage en trou. Ce que je disais, c'est qu'une seule bière, ce qui veut dire que je peux exclure le verre, je peux exclure l'eau, qui sont en commun de toutes les bières. Les 3 éléments, levure, malt, houblon, je vais avoir des différences. Donc on va peut-être analyser cette partie-là. Là, il y a un sujet à creuser. Côté machine, je l'ai sur tous, il n'y a pas de problème. Ce point-là est pour moi un sujet, le filtre équerre, parce que c'est un des changements de process. Et on va voir avec le deuxième qui a pu changer. Et le fait que je sois en DH est sûrement un problème, puisque que ce soit une infection ou que ce soit une problématique de refermentation, voilà, on sait qu'il peut y avoir un sujet autour de ça. Le côté environnement, je l'exclus puisque je ne l'ai pas sur les autres bières. J'ai vraiment aucun défaut sur mes autres bières, voire une grosse amélioration. Quand j'ai continué à alimenter ma réflexion, j'ai rempli un petit tableau comme ça. Je me suis dit, bah, quelle levure j'ai dans mon appât? 33 dans mon American Amber Ale. Et 58 dans mon IPA US 05. 3 levures différentes. Côté malt, sincèrement, c'est assez significatif. J'ai même une pointe de blé ici, un peu de cara dans les deux là. Et vraiment rien de significatif qui pourrait changer. Limite, ce qui aurait pu me perturber, c'est plutôt le blé ici, de l'IPA. Sauf que j'ai pas de problème de gushing dessus. D'ailleurs, ça me fait penser, je peux peut-être rajouter ici, dans la méthode, je suis en resucrage. Hop, et je suis à 5 grammes par litre pour les bouteilles. Ce qui me fait compléter d'ailleurs, la bière qui mousse trop, bouteille, plus fût. Et là, je fais écho à ma petite vidéo, je m'amuse à dépressuriser, j'ai des fûts qui sont montés à 4 bars. C'est juste une catastrophe. C'était vraiment galère cette époque-là. Surtout de ne pas savoir ce qui se passait. Et plus je corrigeais, pire c'était. Donc si je reviens sur mon petit tableau, côté, hop, là je suis en cascade. Là je suis en comète. Et là je suis en cascade Simcoe. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a cascade ici, 2 levures différentes, et comète ici. Vraiment aucun souci sur ces deux-là. Vraiment celle-là qui me pose problème. Donc même si je ne comprenais pas trop ce qui se passait, j'avais quand même déjà entendu parler des fameuses amylases qui lancent des problèmes de fermentation en dry hopping. Donc quand je fais mon dry hopping. Donc je me suis dit, je vais changer mon process ici de dry hopping. Donc avant, ce que je faisais 7 jours de dry hopping. Et j'avais pas de souci. Ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai eu un changement au niveau du houblon, puisque j'ai changé. J'étais en récolte 2022, je suis passé en récolte 2023. Et donc c'est là où les problèmes ont commencé à intervenir quand je suis passé en récolte 2023. Donc il s'est passé quelque chose entre ça et ça sur mon houblon que je n'avais pas avant. Mais qui n'impacte pas, parce que là c'est quand même le même houblon que j'ai ici et ici, sur la cascade. Donc il s'est passé quelque chose. Donc j'ai fait le tour de tous mes collègues, et mes collègues m'ont dit, ah 7 jours c'est beaucoup trop, tu libères des amylases, et du coup tu relances une fermentation. Ok, je passe à 2 jours. Comme font beaucoup, on extrait quand même 80%, ça t'a démontré que c'est déjà très bien un houblonnage accru pendant 2 jours. J'ai joué sur les températures, j'ai fait plein d'essais, systématiquement c'était pire. Les bières que vous avez vues qu'on moussait, il y en a une qui était une des avant-dernières que j'ai testées, et c'était encore pire. Je libérais encore plus d'amylase, et du coup encore plus de refermentation. On voit que ça commence à être très bouillon dans mon analyse, c'est pour ça que moi je mets des feutres. Ce que je sais, c'est que j'ai un problème ici avec le cascade. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais un problème ici et pas avec mon IPA. Sachant que j'ai d'autres recettes, je pourrais en mettre quelques-unes d'autres que je fais en dry hop avec le cascade, et je n'ai aucun souci avec. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai cherché mes autres recettes, et toutes les autres, j'étais soit en T58, soit en US05. Ce qui m'a amené à réfléchir, pourquoi la S33 me pose aussi problème. Puisque quand je refaisais mes analyses, donc normalement quand j'ai fini mon appât, j'embouteillais à 1014. Et mon IPA, par exemple, j'embouteillais à 1008. Quand je faisais
un test, enfin une mesure quelques semaines après. Là, j'étais à peu près pareil. Celle-ci, je l'ai mesurée jusqu'à 1005. Ce qui veut dire que là, j'ai un geyser, j'ai une refermentation très forte qui a lieu dans la bouteille. Ça me fait penser d'ailleurs, si je retourne dans ma méthode, ici, empâtage, 66 degrés. Ça peut jouer sur certains éléments. Il se trouve que les trois là ont le même type d'empâtage, autour de 66 degrés. On est assez similaire sur le type d'empâtage et sur le type de malt. Donc, ce qui m'a aussi exclu cette partie-là. Donc, le truc, quand j'avais fini mon analyse, c'est de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer derrière. Donc, quand je reviens dessus, je dois questionner pourquoi la S33 peut lancer une refermentation sur du cascade et pas l'US05. Alors, une des probabilités que ça a pu être, c'est est-ce que j'ai une contamination. Donc là, j'ai mis des bouteilles en analyse, pas de sujet dessus, pas de contamination, même celle qui gâchait, aucun faux goût en plus. Pour confirmer sur les autres batchs qui ne sont pas partis en analyse, ce n'est pas un problème de contamination. Si on reprend sur les pourquoi, un truc qui est important, c'est pourquoi le cascade a cette capacité de manger du sucre, ici, alors que là, il n'est pas capable. Et bien donc la différence, ça va être, dans ces trois levures, la S33 a une capacité d'atténuation un peu moins élevée. Et là, je remercie les collègues qui ont pu m'aider sur ce sujet-là, puisque le un petit peu moins élevé, c'est ce que moi j'appréciais en termes de saveur, et en plus des esters qu'elle a tendance à libérer, c'est ce côté un petit peu rond, qui sont les maltotrioses, qui sont une chaîne de sucre assez longue et assez complexe, que la levure là ne sait pas absorber. Sauf que comme je vous disais, en 2023, j'ai eu un nouveau batch de houblon, qui devait être plus chargé en amylase, et donc là, ils se sont régalés à trouver les maltotrioses et à redécouper. Ce qui veut dire qu'en plus de ma fermentation à 5 grammes, je viens ajouter une refermentation de tous les maltotrioses qui vont être redécoupés. Quand on est l'été, les maltotrioses et les amylases, elles se régalent parce qu'on a plus de 25 degrés. Et là, les amylases, elles vous découpent ça en 2 jours, c'est terminé. J'ai vu des embouteillages où 2 jours après, j'ouvrais la bouteille, ça gâchait déjà. Et on a beau se dire on va mettre au frigo, tout ça, c'était déjà mort, donc foutu pour moi. Ces fameuses maltotrioses, toutes seules, elles ne posent pas de problème, parce que j'ai d'autres recettes avec la S33, ça ne dérange pas si j'ai pas de dry hop dessus. Dès lors que j'ai un dry hop avec la S33, ça va poser problème parce que j'ai des maltotrioses. Donc une fois qu'on a dit ça, bah, j'ai pas 50 solutions. Parce que je ne veux pas changer ma recette, c'est en plus une recette qui a été médaillée. Donc l'idée, c'était pas de la changer. Donc deux options, soit je tue les amylases ici, c'est-à-dire qu'il faut que je chauffe mon houblon pendant quelques minutes avant de le mettre en DH dans le fermenteur, soit je change de levure. L'option que j'ai choisie, c'est tant que j'ai ma médaille, je vais faire plutôt l'option de nettoyer des amylases de mon cascade. Et donc je changerai ma levure seulement quand le concours est valable 2 ans, quand j'aurai plus la médaille à mettre dessus. Je pense que je passerai sur sûrement de l'US05 pour garder le côté un peu plus fruité que la T58. Mais il faudra faire ce changement. Alors comme vous voyez sur le tableau, c'est un peu brouillon. Dans votre tête, c'est encore pire. Donc je vous invite vraiment comme à faire ce genre de petit exercice-là. Ça vous permet de tout écrire. Là, je vous l'ai refait un petit peu live. Hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous savez, je n'écris pas mes scénarios. J'aime pas raconter comme ça. L'idée, c'est vraiment de vous montrer tel que ça s'est passé dans ma démarche. Alors, ça s'est passé sur plusieurs mois, hein, parce qu'à chaque fois, je continuais à alimenter mon truc, etc., à me dire, bah, ok, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, il faut que je creuse vers ça. J'ai eu une grossette de brûle à louse sur le sujet, puisque j'ai des brasseurs qui m'ont filé un petit coup de main et qui m'ont partagé justement l'histoire de la maltotriose que je connaissais pas ou que je connaissais mal. J'ai pas fait le lien en fait entre les deux. Et juste le jour où on m'a fait le lien, c'est devenu juste une évidence pour résoudre le problème. L'idée de cette démarche-là, elle est vraiment de vous solutionner toutes vos problématiques. Et surtout, j'insiste, il ne faut surtout pas incriminer tout de suite les matières premières sur les choses là. Cherchez vraiment à analyser dans votre process que tout ce que vous avez changé. La facilité, c'est de dire que la problématique aurait été chez mes fournisseurs. On se rend bien compte que finalement, c'est la faute à personne. C'est juste que ma recette que je trouvais cool comme ça, en fait, elle n'est pas compatible avec un DH. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo qui a tardé à arriver parce que vraiment, je voulais solutionner mon problème avant de vous le raconter. Clairement, c'était vraiment galère, pleine saison, d'avoir des fûts qui montaient à 4 barres de pression. C'était ingérable. J'ai dû faire un rappel sur 2 batchs complets qui étaient inservables. C'est vraiment pas cool à gérer.
Mais voilà, d'avoir trouvé ce côté hop creep là, que je connaissais hein, clairement, mais que j'ai jamais eu aussi marqué. J'ai eu des petits hop creep, ça m'est arrivé, hein, donc quand il n'y a pas trop de sucre qui reste. Mais clairement, quand vous laissez une levure qui ne consomme pas tout, un DH dessus, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Voilà, pourtant ça fait 15 ans que je brasse et je me suis fait avoir un peu comme un bleu sur le sujet. Donc je tenais à vous le partager. Voilà. À très bientôt en tout cas pour d'autres vidéos, sûrement du brassage, encore deux trois trucs un peu business à vous partager. Pas mal de petits sujets. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner. À très bientôt.